Bonjour Camille Bedin, merci de me recevoir chez Euronext. Vous êtes membre du comité exécutif d'Euronext et tout au long du podcast, vous allez nous expliquer plus en détail qu'est-ce que vous faites. Mais peut-être pour commencer ce podcast, est-ce que vous pouvez finalement nous raconter un peu comment est-ce que vous avez débuté votre carrière professionnelle et peut-être même en commençant par votre carrière académique? Bonjour Gaël, bienvenue chez Euronext et bienvenue à la Bourse de Paris en particulier. Alors moi j'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai commencé ma carrière en banque d'affaires. J'avais fait auparavant un stage en audit et puis je suis diplômé d'une école de commerce, l'EDEC. Euh, En banque d'affaires, j'ai commencé ma carrière chez ABN AMRO, qui est ensuite devenu RBS avec le rachat et le démantèlement d'ABN AMRO. Royal Bank of Scotland a repris les activités de banque d'investissement. Et après, j'ai travaillé chez Deutsche Bank, aussi sur des sujets, de fusion-acquisition, d'equity capital market, donc des introductions en bourse, des augmentations de capital, des restructurations d'entreprises. Et puis j'ai rejoint, Euronext, en 2016, où je me suis d'abord occupé, des fusions-acquisitions pour le groupe, du développement stratégique. Et puis, maintenant depuis, 3 ans, je dirige une division pour le groupe qui regroupe, un certain nombre de nos activités. Et je suis, membre du comité exécutif. Ok. Vous l'avez rappelé, vous avez commencé avec de l'audit puis du M&A, même à l'EDEC qui est aujourd'hui connue pour être une école, très axée finance, finance de marché, finance d'entreprise. Dès le début, vous aviez envie de faire, de la finance d'entreprise et donc vous avez commencé par l'audit? Ouais, je pense que l'audit, c'était, une bonne école pour, comprendre, les états financiers d'une entreprise, qui sont un peu la matière première, de la finance. Avoir une bonne compréhension de la manière dont fonctionne un compte de résultat, un bilan, un tableau des flux de trésorerie. C'est essentiel pour, pouvoir, être à même de conseiller, des entreprises sur des choix stratégiques. Et puis après le MNS, ça m'a permis d'apprendre et de découvrir, différents secteurs, puisque quand on est, jeune banquier d'affaires, on est exposé à des secteurs, divers et variés. J'ai eu la chance de conseiller, un certain nombre d'acteurs français, dans des étapes importantes de leur transformation. Je pense au groupe Veolia que j'ai accompagné sur, sa restructuration, à mon arrivée chez Deutsche Bank, ou Alcatel-Lucent au moment où le groupe avait un certain nombre de difficultés financières et que j'ai accompagné dans sa restructuration. Donc on découvre des secteurs qui sont, très variés. Heu, Veolia, c'est un leader mondial de l'eau, des déchets et de l'énergie. Alcatel, c'était un leader dans le secteur des télécommunications. J'ai travaillé aussi, sur, des sujets, de cliniques, de maisons de retraite. Donc des secteurs très variés, et je pense que, la variété des secteurs, ça apprend à essayer de comprendre quel est le dénominateur commun, d'enjeux stratégiques pour des entreprises. Comment elles arrivent à créer des barrières à l'entrée, comment elles anticipent, la direction stratégique, ce que vont faire les concurrents, Mmh. comment est-ce qu'on arrive à définir, une orientation stratégique, en fonction de l'évolution de l'environnement réglementaire, par exemple. Et comment finalement aussi l'évolution j'ai l'impression de banque en banque, vous avez parlé de Amro, enfin RBC, Deutsche. Comment ces différentes étapes et finalement ces différentes entreprises aussi, elles vous ont aidé à avoir une vision peut-être aussi plus globale, du marché? Je pense que, d'avoir travaillé pour des banques, qui sont toutes européennes, et qui avaient une présence assez forte à l'international, ça a permis d'accompagner des clients, dans, des opérations, stratégiques transformantes, aux 4 coins du monde, sur différents continents, mais qui étaient à chaque fois des groupes européens, des leaders dans leur secteur. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, dans mon expérience en banque d'affaires, c'est comment est-ce qu'on arrive, à, équiper, des clients européens, à les conseiller sur des opérations de transformation majeures, sur des opérations qui, peuvent parfois leur permettre de prendre des virages stratégiques, qui engendrent des opérations de transformation importantes en interne aussi, puisque souvent quand on fait, une acquisition, une cession ou une transformation d'entreprise, il y a, évidemment, accompagner la transformation au sein du groupe, et ça, c'était la facette qui était, je dirais la plus intéressante dans cette expérience. Et le fait aussi d'avoir évolué, ça montre que voilà, je ne sais pas s'il y avait une envie de changement et cetera, mais est-ce que vous recherchez quelque chose de différent à chaque fois que vous finalement changez d'entreprise? Est-ce qu'il y a des motivations, spécifiques? Alors j'ai peu changé d'entreprise en réalité, puisque
j'ai changé de banque d'affaires en passant de ABN AMRO à, Deutsche Bank. Entre-temps, il y a eu l'épisode RBS parce que la banque avait été, rachetée. Mais, à chaque fois, il y avait, des compétences un peu différentes. Deutsche Bank était, très fort et l'est toujours sur, les financements, notamment auprès des fonds d'investissement. Donc j'ai aussi accompagné un certain nombre de fonds d'investissement sur des sujets de financement d'acquisition. Après, chaque, acteur financier a, son positionnement, son expertise particulière, Mmh. sa spécialité. Ensuite, du coup, vous rejoignez Euronext, donc aussi qui est, voilà, différent de Deutsche. Qu'est-ce que vous avez trouvé, chez Euronext qui vous a plu, en arrivant? Ouais, bah, déjà une rencontre parce que, avec, le CEO actuel Stéphane Boujna qui m'a appelé quand il a pris ses fonctions pour, m'occuper de la stratégie de croissance externe d'Euronext. Il avait un projet, une ambition, une vision pour le groupe. Je pense l'élément assez fondamental qui m'a fait rejoindre Euronext, c'est, cette ambition. On est nous, une facette, de l'autonomie stratégique de l'Europe. C'est un thème qui, nous est très cher chez Euronext et on est partisan d'avoir des systèmes, financiers européens forts et donc on s'emploie à développer le groupe dans cet état d'esprit avec, toujours cette, dimension européenne dans tout ce qu'on fait et c'est ce projet européen qui, m'a, incité, entraîné à rejoindre, cette aventure qui n'était pas gagnée à l'époque. Mmh. La société, Euronext, valait à peu près 2 milliards d'euros en bourse au moment où j'ai rejoint en 2016. On a eu une très belle dynamique de croissance. La capitalisation maintenant est de l'ordre de 15 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 3. Mmh. On était à moins de 500 millions d'euros. On est maintenant à plus d'1,6 milliard en 2024. Donc on a eu, une trajectoire de croissance très forte avec toujours cette, idée, cet impératif européen qu'on contribue à, à être les artisans de l'autonomie stratégique de l'Europe. Donc grâce à un homme, grâce à un projet et finalement ce qui est assez moi, ce qui m'a marqué quand j'ai regardé un peu votre profil, c'est que très rapidement vous avez évolué très rapidement en fait au sein de l'entreprise et donc je voulais revenir avec vous peut-être sur ces différentes étapes-là. Quelles ont été les étapes marquantes dans cette évolution-là? Et à quoi attribuerez-vous, finalement, cette évolution-là? Beaucoup de travail, un peu de chance des fois aussi, des rencontres comme vous avez expliqué? Ouais, alors de la chance, non, des rencontres, oui. On est une entreprise qui, est très méritocratique dans l'approche, donc des résultats, oui, ils sont là. Je pense que le cours de bourse, est la meilleure illustration du succès qu'a pu être, Euronext, hein. La société avait été introduite en bourse à 20 € en 2014. On a fêté l'an dernier les 10 ans de l'introduction en bourse. On est monté à plus de 150 € de valeur par action, récemment. Donc les résultats, ils sont là et puis après, c'est aussi, des choix, faire des choix tout le temps, se forger des convictions, anticiper, prévoir, suivre ses intuitions et entraîner les équipes. Mmh. Ouais, c'est tout ça qui fait la force du collectif. Et c'est les conseils que vous donneriez à finalement un professionnel qui vous écoute actuellement? Vraiment, être dans le collectif, suivre ses intuitions et cetera? Ouais, évidemment, il y a le travail qui est important. Il y a, oser, prendre des risques, faire des choix, anticiper, systématiquement anticiper. L'évolution, de la concurrence, anticiper, les évolutions, de l'environnement, réglementaire, Mmh. les évolutions technologiques, les mutations, les transformations de l'industrie, de la chaîne de valeur. Tout ça, c'est des choses qui, nécessitent d'anticiper pour avoir, systématiquement un coup d'avance sur la concurrence et puis, dans les décisions importantes, pour un dirigeant, c'est, évidemment savoir s'entourer. Donc, il faut passer beaucoup de temps sur les recrutements pour, sélectionner les bonnes personnes, qui vous entourent. Il faut aussi savoir déléguer. Hem, Mmh. Et vous parlez de ces moments où vous expliquez qu'il faut prendre des risques. Vous avez participé à beaucoup d'opérations de M&A. Est-ce que peut-être dans ces opérations-là, je voulais vous demander si quelles ont été pour vous les plus marquantes, mais peut-être est-ce que, il y en a certaines qui finalement à un moment vous avez dit: «Ah c'est peut-être un risque» et vous avez dit: «Bon enfin finalement, j'y crois» et c'est révélé être, un très bon, finalement un très bon deal? ouais, j'ai plusieurs exemples en tête. Je pense le plus, symbolique, c'est peut-être l'acquisition de la bourse d'Oslo parce que c'était, une acquisition de taille significative pour Euronext à l'époque, en 2019 quand on a fait le choix
de s'intéresser à cette, entreprise, qui fait aujourd'hui partie du groupe. Mmh. Hem, on avait été, approchés par, certains actionnaires de cette société, qui étaient, cotés, en Norvège, qui avaient décidé de céder leur participation. Les règles du jeu, qu'ils nous avaient données, c'était de dire, pour, qu'on puisse transacter avec vous, il faut que vous nous fassiez une offre sur une portion minoritaire du capital, parce que l'actionnariat était fragmenté et il faut que vous fassiez ça sans en parler, à l'équipe de direction de la société, ni à son conseil d'administration. Et nous, on a été assez agile puisqu'on a remis, en très peu de temps une offre, ferme, pour, racheter, cette participation minoritaire. On a réussi à convaincre en très peu de temps, un nombre, important d'actionnaires, de rejoindre le projet Euronext. Heu et hem et je dis ça a été, difficile par la suite parce que, au bout d'un moment, on a, contrôlé, plus de 50 du capital, de cette société et Nasdaq a décidé, de faire une contre-offre, sur la Ah, la bourse d'Oslo. Hem, en arguant du fait que, en Europe, si vous voulez, détenir n'importe quelle société, vous pouvez la contrôler quand vous avez plus de 50 du capital, sauf quand Nasdaq veut l'acheter aussi, mmh. auquel cas il y a des règles différentes qui doivent s'appliquer et donc ils ont déployé beaucoup de moyens, à la fois économiques, financiers, mais aussi diplomatiques pour, essayer d'expliquer à l'écosystème norvégien que c'était pas une bonne chose de vendre la bourse, d'Oslo à Euronext, mais qu'il fallait, l'arrimer, à Nasdaq, qui est un acteur américain. Je Ouais. vous laisse, lire la contradiction, et donc ils ont mené une bataille pour essayer de frustrer notre transaction et au final, je pense ce qui avait été déterminant pour nous, c'est qu'on avait, sécurisé des engagements, d'apport irrévocables des actionnaires qui nous permettaient d'avoir, un contrôle de fait sur la société et puis après on a, finalement réussi à finaliser, la transaction. Le régulateur ayant considéré que à la fois l'offre de Nasdaq et l'offre d'Euronext pour cette bourse étaient, toutes les 2 valables Mmh. puisqu'on était, des acteurs légitimes à détenir des bourses compte tenu de notre expérience par ailleurs. Donc ce qui a été, je pense déterminant pour nous, c'est d'avoir pu anticiper, d'avoir été les premiers à faire cette offre, à sécuriser une partie du capital et je dis que ça a été, une opération, qui a été, assez intense pour nous parce qu'on a passé, beaucoup de temps à Oslo, sur cette transaction, à rencontrer, chaque personne de l'écosystème financier pour défendre notre projet industriel, et donc qui a été, couronné de succès puisqu'aujourd'hui, non seulement on détient, la bourse d'Oslo qu'on opère, depuis 2019, mais on s'est beaucoup étendu dans la région avec, à la suite d'autres acquisitions et on a aujourd'hui, dans les pays nordiques, autour de 350, salariés, du groupe, via des implantations, à la fois à Oslo, à Copenhague. On a racheté, l'année d'après, le dépositaire central, mais également, en Finlande, à Espoo, à côté d'Helsinki, où on opère un centre technologique important pour, les bourses d'électricité qu'on détient. Donc ça, c'était, Vous une l'aurez bien rendu en tout cas. oui, voilà, on leur a bien vendu Et et puis rendu aussi. et puis après, je peux penser et dire 2 mots sur, l'acquisition de Borsa Italiana qui était une opération très transformante pour le groupe Euronext puisque on rachetait une société qui faisait 50 de notre propre chiffre d'affaires et on a fait ça, en un temps record puisqu'on a été approché, à la toute fin du mois de juillet, 2020 par le London Stock Exchange qui avait décidé de se séparer de cette activité dans le cadre d'un process, concurrentiel et où, au bout de 6 semaines, on a réussi à signer une exclusivité alors qu'il y avait le mois d'août entre les 2 en pleine période, de covid. Puisque en fait, on n'a jamais pu rencontrer, les dirigeants de la société, acquise, Ah, Borsa tout s'est fait par Italiana. Zoom, Tout hein. s'est fait par Zoom, par Teams. C'était la première phase, post-déclenchement du covid. Donc on n'était pas tous super équipés encore avec, les outils, technologiques qu'on utilise, maintenant au quotidien et dont on a oublié la genèse. Mais à l'époque, quand vous faites un chèque important, parce que pour nous, c'était une acquisition à plus de 4,5 milliards de d'avoir uniquement des interactions par, Zoom et de devoir, faire tout, à distance, c'était, évidemment, quelque chose d'assez, unique. Et finalement, là, on a réussi à faire un sorte de petit retour en arrière sur les différentes expériences que vous avez eues. Est-ce que l'étudiant que vous étiez finalement, vous aviez une idée du M&A, une idée de la vie d'entreprise?
Et aujourd'hui, avec toutes ces expériences-là, est-ce que votre perception du métier et finalement peut-être du M&A et même de la finance d'entreprise de manière globale a évolué? Forcément, ça évolue parce que, on a, des expériences, qui, vous forgent, le caractère, qui, influencent, votre manière de voir les choses, qui, vous font découvrir, et rencontrer des personnes, des secteurs donc forcément ça a évolué. Je dirais que la le sujet du M&A en tant que tel, c'est un sujet extrêmement important, stratégique pour, toutes les sociétés. Et donc, ce qu'on vit, c'est des moments de transformation assez importants et parfois, quand on est étudiant, on a tendance à sous-estimer, on regarde les sujets de corporate finance par l'angle un peu de valorisation des sociétés, et on a tendance à sous-estimer en fait, au-delà des aspects purement financiers, les aspects stratégiques qu'il y a derrière, les aspects humains qu'il y a derrière et donc ça, c'est extrêmement important. C'est que pour pouvoir, être un leader complet, anticiper, prévoir, il faut systématiquement, penser à toutes les dimensions de la pièce. Mmh. Et c'est quelque chose que, ouais, vous imaginiez pas, enfin quelque chose de d'aussi large, vous imaginez pas ça en tant qu'étudiant? Et puis même j'imagine aussi qu'en montant les échelons, d'une certaine manière, il y a ces peut-être ces compétences humaines, et plus stratégiques globales qui sont de plus en plus importantes et qui finalement que vous devez travailler, en permanence. Vous racontiez, Oslo ou la Bourse d'Italie, j'imagine que les compétences humaines ont été très importantes. Oui, bien sûr, c'est à la fois, les qualités de négociation, la capacité à anticiper toutes les dépendances, à des tiers. C'est, Hem, essayer de convaincre systématiquement que son projet est meilleur que celui de Mmh. son concurrent et ça nécessite, souvent de s'ajuster, de s'adapter aussi à l'interlocuteur qu'on a, en face de soi parce que qu'on parle à, des gouvernements, quand on achète une bourse, c'est pas comme quand on achète la boulangerie du coin donc c'est, souvent, des des discussions avec, des élus, c'est souvent des discussions avec, des écosystèmes financiers, c'est souvent des discussions avec des salariés, avec des dirigeants et donc il faut construire un discours qui, s'adapte à votre interlocuteur. Il faut être dans l'écoute, il faut comprendre et anticiper, ce qui va être important pour votre interlocuteur et chacun a évidemment, ses inquiétudes, ses angoisses, hem Ouais, donc beaucoup. Donc on va commencer cette seconde partie, du podcast, la première partie étant, finalement, plus, concentrée sur, votre parcours académique professionnel. Donc maintenant on est arrivé finalement aujourd'hui à votre rôle actuel chez Euronext. Donc, comme on l'a évoqué, vous êtes, membre, du comité exécutif, mais vous avez aussi j'imagine plusieurs casquettes. Donc voilà, concrètement, en quoi consiste votre rôle, chez Euronext aujourd'hui? Ouais, je dirais qu'il y a 3 casquettes différentes. Il y a une première casquette qui est, de participer au comité exécutif du groupe. Donc c'est l'instance, décisionnaire qui, fixe la stratégie, qui détermine, l'allocation, du capital, qui détermine, l'allocation des ressources, qui, gère les opérations du groupe. Donc ça, c'est la 1 casquette, de participer à ce collectif de femmes et d'hommes qui, détermine la stratégie, du groupe et l'exécute. Il y a une deuxième casquette qui est, pour moi d'avoir la charge, d'un certain nombre d'activités, pour Euronext. Plus particulièrement, je suis en charge des, matières premières agricoles, qui est, un métier, qui est, réglementé à Paris, où on offre des produits, de cotation et de couverture sur, le blé, le maïs et le colza notamment. Je gère également les bourses d'électricité qu'on opère dans 16 pays en Europe. Et je gère également le marché d'échange, qui est un marché, important pour Euronext, qui a été construit via une acquisition qu'on a réalisée en 2017, aux États-Unis et sur lesquels, transactent, en moyenne, 25 à 30 milliards de dollars, par jour, d'échanges. Et puis j'ai en charge aussi la vente, de technologies, pour OK. Euronext. On vend notre technologie, notamment à d'autres bourses qui n'ont pas nécessairement, les moyens ou l'envie de développer leurs propres, outils, technologiques, pour gérer, le marché local. Et il y a, je dirais, un troisième volet, pour moi qui est important, dans mon rôle de Chief Diversification Officer chez Euronext aujourd'hui. C'est, un rôle transverse qu'on a créé
pour, accélérer la génération d'opportunités de croissance pour le groupe à travers, des acquisitions, des partenariats, des projets de croissance organique, de l'innovation, produit, dans des nouveaux métiers, par exemple. Enfin, c'est fou finalement toutes les casquettes que vous avez et vous venez d'évoquer celle des matières premières. Heu, on est revenu un peu sur votre carrière, votre formation et la matière quand on parle de matières premières, on pense vite à la finance de marché au sens de les gens qui s'occupent des matières premières, peut-être, on pense aux grands groupes comme Trafigura et cetera. Mais finalement, vous vous occupez de ça chez Euronext. J'imagine qu'il y a eu finalement, il y a une importance de la formation. Enfin, c'est important parce que vous avez un background de M&A. Comment est-ce qu'on arrive à se former aussi vite sur des sujets, si différents, comme les matières premières? On lit beaucoup, on s'instruit, on rencontre des gens, on participe à des forums, à des conférences, on se renseigne, beaucoup nous-mêmes. C'est un Vous parlez des matières premières, c'est un marché sur lequel on est présent maintenant depuis, plus de 30 ans, qui, s'est beaucoup développé, ces dernières années, parce que, il y a des besoins de couverture importants avec, dans un contexte de volatilité des prix, qui existe et qui, continue à s'accentuer, au gré des mouvements, géopolitiques. Et donc, c'est en rencontrant des gens, en lisant, en se documentant, sur ces métiers. Mmh. Vous êtes formés et aujourd'hui, est-ce qu'il y a voilà, aujourd'hui, sur quel gros projet vous travaillez en ce moment? C'est quoi finalement aujourd'hui vos objectifs ou vos cahiers des charges? Ouais, alors chez Euronext, on a, je dirais, 2 axes, assez importants pour nous dans notre stratégie. Le premier, c'est de renforcer notre positionnement européen sur les infrastructures de marché. Donc aujourd'hui, on opère, 7 marchés réglementés en Europe. Euronext a été créé il y a 25 ans, en fait, les 25 ans cette année, avec la fusion des bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam. En 2001, la bourse de Lisbonne a rejoint l'aventure et depuis 2014, depuis la réintroduction en bourse, d'Euronext, qui a fait suite à une période, où Euronext faisait partie du New York Stock Exchange pendant 6-7 ans, entre 2007 et 2014. Hem Et qui n'a pas été une très bonne aventure pour le groupe puisque les centres de compétences étaient principalement, basés aux États-Unis et je dirais que l'attractivité des différentes places qu'on opérait, s'était peu à peu amenuisée dans la stratégie du propriétaire de l'époque et donc depuis la réintroduction en bourse en 2014, on a beaucoup œuvré pour, continuer à renforcer, notre attractivité en Europe. J'en parlais tout à l'heure, on a racheté, la bourse de Dublin en 2018, la bourse d'Oslo en 2019, la bourse, italienne en 2020, le dépositaire central, danois aussi en 2020. Donc on a eu une stratégie de renforcer, notre positionnement en Europe pour offrir à nos clients, plus d'efficacité, une plateforme qui est, plus compétitive, et on a beaucoup investi dans la technologie, ces dernières années et on est aujourd'hui, la place, de marché, numéro 1 en Europe. On a, sur les marchés Euronext, 1 800 sociétés cotées. On a, un peu plus de 10 à 12 milliards d'euros qui sont échangés par jour sur les marchés, Euronext à travers ces 7 marchés réglementés, qu'on opère en Europe et c'est à peu près, 2 fois, pour vous donner un ordre d'idée, la taille des volumes qui sont échangés, sur le London Stock Exchange, OK. qui était avant le Brexit, la place de référence, au sein de l'Union européenne. C'était autrefois vos concurrents, directs, Alors, on a plusieurs types de concurrence sur les différents métiers. Effectivement, sur le métier de la cotation, on a, une concurrence qui est, à la fois avec, des acteurs américains, le New York Stock Exchange ou le Nasdaq et on a, une concurrence, au niveau européen, donc le London Stock Exchange en fait partie et après on a aussi des concurrents sur la partie de négociation, parce que quand on achète une action sur le CAC 40, elle n'est pas nécessairement négociée sur Euronext. Depuis, la libéralisation du marché en 2007, on a des concurrents. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais on a, des concurrents qui existent, qui offrent, souvent des conditions qui sont en général moins bonnes que sur Euronext. C'est pour ça qu'on a réussi à garder une part de marché qui est très forte, sur les actions, plus de 60 parce qu'on offre, des prix qui sont meilleurs, parce qu'on offre plus de liquidités, parce qu'on offre, un pool d'investisseurs qui est pan-européen et et ce qu'on a réussi à réaliser avec,
Ces 7 marchés réglementés qu'on opère maintenant chez Euronext, c'est quelque chose d'assez unique en Europe. On a assez peu d'exemples, trop peu d'exemples de sociétés, européennes qui sont, de vrais succès avec, la gouvernance fédérale qui est la nôtre. Je pense le seul exemple, qui existe et qui, vient souvent à l'esprit, en termes de comparaison, même si c'est une entreprise qui est dans un secteur très différent, c'est Airbus. Et donc ça, c'est cet ancrage européen, il est extrêmement important pour nous. Et après, on a, un deuxième volet de notre, stratégie qui est la diversification sur des nouveaux métiers. Je parlais tout à l'heure des différentes classes d'actifs, dont j'ai la charge, notamment, l'activité de marché d'échange, les matières premières ou encore les bourses d'électricité qu'on opère dans 16 pays en Europe. Hem, on a cherché, depuis mon arrivée, à diversifier, les classes d'actifs sur lesquelles on est présent, à aller chercher, des activités qui sont plus en croissance, qui, sont des métiers, parfois qui peuvent être comme la vente de logiciels, sur lesquels on a investi, à la fois pour, servir les émetteurs qui, cotent des actions ou des titres de dette sur nos marchés, mais aussi pour, des gestionnaires d'actifs, pour des banques. Donc on a investi sur les logiciels aussi, dans le but d'accroître, notre taux de croissance, au niveau du groupe et d'avoir, un poids des revenus récurrents dans le groupe qui augmente. Et avec finalement autant de responsabilités, de casquettes, comment est-ce qu'on arrive à bien gérer toutes ces responsabilités? Comment est-ce que vous gérez finalement toutes ces parties pour garder un œil sur l'avancement de tous les projets? Bah, ça nécessite de savoir bien s'entourer, donc d'avoir, réussi à faire des recrutements avec des personnes, solides, qui, me permettent de garder toutes ces casquettes. Ça nécessite de bien organiser son travail, son temps, donc de ne pas avoir une minute de perdu dans l'agenda, et puis, effectivement, c'est de l'organisation, en Mmh. fait. Et j'avais aussi noté que vous étiez board member chez Euronext. Et donc je voulais enfin, pour nos auditeurs finalement qui connaissent peut-être un peu moins ces termes-là, qu'est-ce que ça veut dire board member? Et finalement quel est votre rôle? Quelle est votre responsabilité à travers ce titre-là? Oui, alors, board member, c'est qu'en fait, on a des filiales dans le groupe qui ont leur propre gouvernance parce qu'on a, un certain nombre de sociétés, qui sont issues d'acquisitions, notamment. Et donc moi, je suis, membre du conseil d'administration, de la bourse de Dublin, qui est un marché réglementé qu'on opère, de la bourse d'Oslo, qui est un autre marché réglementé, qu'on opère. Et je suis aussi président du conseil d'administration de nos bourses d'électricité. On a une filiale qui est basée à Oslo, qui est le headquarter de ces activités, pour les bourses de l'électricité. Je dirige aussi le conseil d'administration de, la société Comsize, qui, est un acteur du logiciel, pour, des banques et des asset managers sur, la complexité, réglementaire et les accompagner dans cette complexité réglementaire. Et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, prendre les décisions au niveau des entités sur, l'allocation des ressources, les différents projets, l'approbation des comptes, la politique, de distribution des profits, la revue des risques, la conformité réglementaire. On est une société qui est extrêmement, réglementée, comme vous imaginez, pour OK. opérer, ces marchés. Et donc, la relation avec, le superviseur, c'est un élément important pour nous. Parce que du coup, effectivement, vous êtes un opérateur, de marché, même pan-européen aujourd'hui. Peut-être en 2 étapes, pourquoi d'abord c'est important d'avoir un opérateur de marché pan-européen? Et pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas tous avec un opérateur de marché, national? Et puis, que et puis voilà, pourquoi est-ce que Euronext est important pour le système, de manière globale, le système financier européen? Alors, c'est extrêmement important d'avoir, des acteurs européens qui sont, forts. Heu, pourquoi on n'a pas tous des marchés, nationaux? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut investir beaucoup dans la technologie. La technologie, la cybersécurité, c'est des enjeux majeurs pour les bourses parce qu'on est forcément des cibles, d'attaques potentielles. Et donc ça nécessite des investissements, très importants. Et donc, quand on peut mutualiser ces investissements, il faut, pouvoir le faire. Le 2e sujet qui est important pour comprendre pourquoi est-ce que, on est mieux à plusieurs que chacun, sur son marché national, c'est que les marchés de capitaux en Europe, ils sont extrêmement fragmentés. On a un pool de plus de 400 millions de consommateurs en Europe,
mais le poids, de la finance, en Europe et des marchés de capitaux en Europe, il est très largement inférieur à ce qu'il est aux États-Unis. Et les investisseurs, ce qu'ils veulent pour accéder au marché européen, c'est de la standardisation, de la simplicité, dans la connexion, aux différentes bourses. Et donc, ça, vous pouvez l'offrir seulement quand vous avez une plateforme technologique commune, quand vous avez réussi à créer un pool de liquidité qui crée un effet d'entraînement pour pouvoir assurer, l'attractivité des marchés. Et donc ça, c'est un élément, extrêmement important pour comprendre la proposition de valeur qui est celle d'Euronext. En mutualisant la technologie, on a la possibilité d'offrir accès à un carnet d'ordre unique, à un pool d'investisseurs unique sur nos différents marchés, qui renforce l'attractivité et donc la liquidité et donc les termes, du carnet d'ordre pour les entreprises qui sont, cotées chez nous. Il y a aussi un autre point important, c'est qu'on entend, que la bourse, permet de financer les entreprises. Et donc je voulais savoir pourquoi est-ce que c'est, finalement c'est intéressant pour l'entreprise de chercher du financement via le marché boursier? Et pourquoi est-ce qu'il resterait pas, on va dire, il resterait pas, privé finalement et passerait par, le private credit aujourd'hui qui se développe beaucoup? Quels sont les avantages, Ah, avec le financement, par la bourse, vous pouvez à la fois, lever des actions, mais aussi, des financements, par dette, donc des financements obligataires. Ça vous offre, plusieurs avantages. Le 1er, c'est que ça vous donne, une monnaie d'échange quand vous voulez faire grossir votre société. Une fois que vous êtes coté, vous avez un prix de référence, vous avez une base d'actionnaires. Quand vous voulez faire une acquisition, c'est très facile de pouvoir lever de l'argent sur les marchés financiers. Mmh. Heu, Vous avez un prix de référence et donc dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition, c'est utile et d'avoir une monnaie de référence qui est facilement, échangeable. Le 2e point, c'est d'offrir de la liquidité à votre base d'investisseurs. Quand vous êtes coté en bourse, chacun est libre, de pouvoir acheter et vendre sur le marché, et donc ça vous permet de diversifier, votre base d'investisseurs. Ça permet aussi par ailleurs souvent, de donner des outils, d'incentivization, aux salariés de l'entreprise, hein, de pouvoir, Mmh. associer, ses salariés à l'histoire, boursière, d'une entreprise, à leur permettre de contribuer à la création de valeur. Ça, c'est également, un point important et puis par ailleurs, ça offre, l'introduction en bourse, une forme de crédibilité. Une société qui est, cotée, elle doit, répondre à un certain nombre d'obligations, elle doit faire un certain nombre d'outils de transparence, hein, via les publications qu'elle fait, de manière, semestrielle ou trimestrielle ou annuelle. On échange en fait beaucoup d'informations avec, ses investisseurs et ça, c'est un gage de crédibilité, important. Donc j'ai la chance de visiter avant l'interview la salle où on sonne la cloche une fois qu'il y a une introduction en bourse. Donc ça, c'est une partie finalement importante, j'imagine, d'Euronext aussi. Hem, Quelles sont finalement les différentes, peut-être pour revenir résumer, quelles sont les grandes activités d'Euronext? Et finalement les différentes activités qui génèrent du revenu pour l'entreprise? Oui, alors on a, on va dire, 5 grands pôles d'activité. Le premier, c'est la cotation, donc c'est ce que vous décrivez, c'est les sociétés qui, viennent chez nous pour, se coter, soit pour, lever du capital, soit pour des titres, de dette et donc ça, c'est à peu près, 10 de nos revenus. Effectivement, c'est un marché sur lequel on est, très fort puisqu'on a une part de marché en Europe de plus de 30 sur les cotations en bourse et on est aussi le premier acteur au niveau mondial pour l'émission de titres de dette. OK. Ensuite, on a un deuxième métier qui est celui de la négociation. Donc on offre, une plateforme technologique qui permet d'échanger, différentes classes d'actifs. Donc les plus connus, ce sont les actions, mais on a aussi, d'autres produits qui sont, cotés sur nos marchés. Je pense par exemple aux dérivés financiers, je pense aux matières premières agricoles dont on a parlé, je pense au marché d'échange où on cote des paires de devises, je pense aux fonds, ETF, qui sont cotés sur, les marchés Euronext. Je pense à des produits structurés et donc tout ça, sur les métiers de la négociation, ça représente environ un tiers de nos revenus OK. aujourd'hui. Après, on a la vente de données, qui est un sujet important pour nous puisque la matière, première qui est générée sur, les marchés Euronext sont, des indications de prix, et des volumes échangés.
sur les différentes classes d'actifs, dont je parlais et ça représente à peu près un 15 de notre chiffre d'affaires. Et puis après, on a la partie, vente de technologies et de logiciels qui représente environ 10 de nos revenus. Et puis enfin, on a la partie post-marché sur laquelle on s'est beaucoup développé ces dernières années avec, environ 30 de notre chiffre d'affaires qui est ventilé entre la chambre de compensation, qui D'accord. agit comme une garantie de bonne fin entre l'acheteur et le vendeur, qui sécurise le vendeur d'être payé par un acheteur quand il cède, un titre de propriété. Et puis après, on opère ce qu'on appelle des dépositaires centraux dans 4 pays en Europe, au Portugal, en Norvège, au Danemark et en Italie, qui, font la conservation des titres et le règlement livraison des opérations. Et donc vous qui finalement êtes à la tête de la diversification, donc j'imagine il y a aussi l'idée de trouver d'autres sources de revenus. Est-ce qu'il y en a certaines sur lesquelles vous travaillez ou il y en a d'autres dans les pôles que vous m'avez déjà cités, que vous voulez développer davantage? Oui, alors on a, fait beaucoup de diversification déjà en termes de classe d'actifs. Donc, quand je parle de la négociation, aujourd'hui, la négociation des actions, c'est une part qui a été décroissante dans notre chiffre d'affaires, puisqu'on a renforcé, d'autres classes d'actifs comme l'électricité, le marché d'échange, les matières premières. Et après, on a de la diversification, qui va, continuer à faire grossir, nos activités, notamment de logiciels et de vente de technologies. On a finalisé une acquisition, un peu plus tôt au deuxième trimestre de cette année, d'une société qui s'appelle Admin Control, qui vend des logiciels, destinés à des entreprises et des municipalités pour, la gestion, de leurs, outils, d'accès au conseil d'administration. D'accord. Ça fait partie des services, sur lesquels, on a décidé d'investir, depuis, 2017. On avait déjà une société dans ce secteur et donc on a vocation à continuer à renforcer, nos activités, dans la vente de logiciels. Donc il y avait aussi finalement un des pôles qui est finalement l'introduction en bourse, que voilà, qu'on connaît sous le nom d'IPO. C'est un terme finalement que dès qu'on s'intéresse un peu à la finance, on entend parler et je trouvais que c'est intéressant peut-être de revenir avec vous sur les différentes étapes de ce processus de l'IPO pour permettre finalement à des jeunes professionnels ou à des personnes ou même des étudiants de mieux comprendre ce que ça veut dire un IPO et les différentes étapes de ce processus-là. Ouais. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet la constitution d'un carnet d'ordre. Donc, au moment où les banques qui sont en charge du placement décident de solliciter des investisseurs, on constitue chez Euronext ce qu'on opère le carnet d'ordre. Et après, on admet ces titres à la cotation. Et ce qui se forme sur nos marchés, hein, enfin, la matière première d'une bourse à l'origine, c'est la formation du prix, en fait. C'est ça qui est extrêmement important. Et donc, on permet la rencontre de l'offre et de la demande pour qu'un prix soit formé. Alors, avant d'arriver à l'introduction en bourse, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires et on aide les entreprises, en amont de cette introduction en bourse pour, les éduquer à ce que ça veut dire d'être une société cotée. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, nécessité d'avoir de la transparence sur, les états financiers, sur, la stratégie du groupe, sur, les contraintes qui peuvent être, liées à une introduction en bourse en termes de transparence, de reporting. On les éduque également sur, comment échanger avec les investisseurs et donc on a cette partie, formation qui est extrêmement importante pour nous. On a un programme qui s'appelle IPO Ready qui regroupe, plusieurs centaines de sociétés qui sont pas encore, cotées sur nos marchés, mais qu'on éduque année après année sur, comment est-ce qu'elles peuvent s'équiper dans les mois, dans lesquels elles préparent cette introduction en bourse pour être le mieux préparées au moment fatidique où elles rencontrent les investisseurs et où la Mmh. formation de prix va se cristalliser. Donc en fait, c'est des entreprises qui font une sorte de roadshow et qui, rencontrent finalement les investisseurs et c'est une fois les investisseurs, s'ils ont plus ou moins confiance dans le projet, ils donnent un prix et à quel point ils seraient prêts à payer, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. En fait, la société, elle va, préparer, son introduction en bourse en travaillant sur, ce qu'on appelle son equity story. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vendre aux investisseurs? Comment elle se positionne dans son environnement? Quels sont ses projets de croissance? Quels sont ses, objectifs, financiers ou extra-financiers? Quelle est sa stratégie? Donc elles vont formaliser ça dans ce qu'on appelle un document de base d'introduction et puis après, on va commencer à faire, une partie d'éducation, des investisseurs sur, le secteur, l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, ses atouts, et donc ça, c'est un processus qui va durer, plusieurs mois à différents degrés d'intensité, avec, différents types d'investisseurs dans différentes géographies et jusqu'à la constitution du carnet d'ordre, l'émission de la note d'opération, la fixation d'une fourchette de prix
et puis au final la fixation du prix dans le cadre de l'introduction en bourse. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'entre 2023 et 2024, il y a eu une augmentation, importante de plus de 50 de je crois finalement d'argent levé dans le cadre de ces introductions en bourse. Donc je voulais savoir si voilà, il y avait des programmes qui étaient mis en place, des choses qui étaient mises en place pour continuer cette dynamique. Vous venez de me parler de IPO Ready, enfin de ce programme où les entreprises peuvent mieux comprendre et avancer à leur rythme dans une potentielle IPO. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites? Est-ce qu'il y a finalement d'autres initiatives? Oui, alors vous avez raison de relever que, 2024, ça a été une bonne année pour, Euronext et les introductions en bourse, parce qu'on a, eu 53 sociétés qui sont venues se coter sur nos marchés, qui ont levé, près de 3,9 milliards d'euros, sur les différents marchés, Euronext sur lesquels on opère entre, Milan, Oslo, Paris, Amsterdam et Lisbonne. Hem, donc, pour revenir au début de votre question sur la dynamique. Hem, les marchés sont très volatiles en ce début d'année, donc on a moins d'introductions en bourse en ce début d'année qu'on en avait, l'année dernière. Néanmoins, on voit, des opportunités, assez importantes, dans plusieurs secteurs, notamment, dans la défense, où on a annoncé, récemment une initiative pour, favoriser, l'émergence, d'une filière, sur la défense avec des programmes spécifiques qui sont liés, aux entreprises de la défense pour pouvoir les accompagner, plus spécifiquement sur ce secteur et essayer de vraiment faire émerger une filière, dans la défense. C'est un enjeu important pour l'autonomie stratégique de l'Europe et Euronext prend sa part, sur ce sujet avec, des programmes, divers et variés et c'est pas seulement, je dirais, dans le cadre des introductions en bourse, mais nous, on est aussi là pour, créer des produits qui peuvent permettre, de diriger des flux d'investisseurs sur des sociétés cotées. Donc je pense notamment au développement d'indices thématiques. On a annoncé, récemment la création d'une série d'indices thématiques sur, plusieurs sujets, dont, les sujets, énergétiques, les sujets de géostratégie, défense, d'autonomie stratégique de l'Europe et donc ça, c'est important pour nous de pouvoir avoir des produits d'épargne qui permettent de flécher, les flux des investisseurs vers des sociétés qui en ont besoin, mais de les labelliser, d'avoir, heu une forme de reconnaissance, une classification qui permette de diriger l'épargne disponible parce qu'en Europe, on est un grand continent d'épargne, on a beaucoup d'épargne, on est un des premiers épargnants, sur la planète, et malheureusement dans beaucoup trop de cas, cette épargne, elle est investie dans des produits qui sont, des produits, certes liquides, mais qui rapportent peu et qui financent, assez peu en fait, l'innovation et la croissance et les fonds propres des entreprises. Et donc nous, notre rôle, c'est aussi de créer des produits qui permettent de répondre à des besoins des investisseurs pour qu'ils, investissent sur, des outils qui permettent de financer, en Mmh. fait, les fonds propres des entreprises et donc, l'innovation. Et comment on fait pour toucher ces ménages-là qui ont beaucoup d'épargne ou qui, quand elles cherchent à investir, elles investissent finalement dans des produits, d'accord, comme vous dites, liquides, mais peu, finalement peu intéressants pour financer l'innovation? Comment est-ce qu'on arrive à toucher ces ménages-là? Ah, il y a une partie, d'éducation, je pense, à faire. Il faut évidemment, créer de la confiance avec, la bourse. Il faut, aussi, pouvoir attirer des investisseurs, étrangers, sur les marchés européens et pour ça, on a besoin de défragmenter les marchés. On a, récemment lancé une initiative pour avoir un prospectus commun unique en Europe, sur les marchés Euronext et dans lequel on a invité, d'autres bourses à nous rejoindre sur le sujet. C'est un élément majeur pour avoir, une forme de marché unique européen. C'est une étape importante puisque, jusqu'à présent, il y avait, dans chaque, pays, des types de prospectus qui étaient différents et donc une lisibilité, assez faible pour les investisseurs étrangers. Donc ça, c'est de nature à, continuer à renforcer, l'attractivité, des marchés, européens. Il y a eu des bons retours sur ce papier-là? Oui, on a Prospectus? effectivement des bons retours sur ce papier-là, ouais, qui répond à des besoins effectivement des investisseurs, qui regardent l'Europe parfois comme étant, une multitude de marchés et Mmh. non pas un marché unique et donc ça, c'est un des enjeux majeurs pour nous les Européens, c'est d'arriver à défragmenter, à réduire les barrières d'un pays à l'autre et à réduire la complexité OK. intracommunautaire.
et parce qu'en fait, quand j'ai vu ce prospectus-là, je me pose la question de donc ça permettrait effectivement du coup de simplifier, hein, le processus, on va avoir une meilleure visibilité pour les investisseurs et je me demandais aussi si si finalement la période n'était pas aussi choisie dans la mesure où récemment il y a aussi ce recul-là des IPO et peut-être ça peut être aussi, voilà, une bonne manière d'avoir votre vision sur cette période-là où on voit que de manière globale, il y a un recul, des IPO ou qu'elles sont Ouais. postpone, Alors vous avez raison de le rappeler, c'est un recul qui est mondial. C'est pas seulement, sur les marchés européens, c'est une année qui est plutôt calme pour les introductions en bourse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur les marchés et quand il y a beaucoup de volatilité, les investisseurs veulent pas prendre de risques et d'engagement, dans des carnets d'ordre, en amont des introductions en bourse. Donc c'est un problème qui est mondial, il n'est pas spécifiquement, européen. En revanche, toutes les initiatives qui peuvent être prises pour renforcer, l'attractivité des marchés financiers, ça permet à terme de financer des projets de croissance, de l'innovation et donc on en a, besoin. Donc le prospectus unique, il est une pierre à l'édifice. C'est utile, nécessaire, mais pas suffisant et donc il faut continuer à faire plusieurs choses. La première, c'est, de l'éducation. La deuxième, c'est, essayer de simplifier au plus possible, la complexité des introductions en bourse, les contraintes qui pèsent sur les émetteurs, la réglementation, la transparence, financière, on est allé, très loin et avec parfois assez peu de regard sur, la proportionnalité des sujets et donc en fonction de la taille des entreprises, il faut pouvoir avoir des régimes qui soient, différents parce qu'on n'a pas besoin on n'a pas les mêmes exigences quand, il s'agit d'une très grosse société cotée, de quand il s'agit d'une plus petite société cotée. Donc il y a une forme de proportionnalité qu'il faut pouvoir, considérer. Mmh. Et puis après, il y a aussi un enjeu fiscal sur, comment est-ce qu'on s'assure que, on puisse, attirer et favoriser, l'épargne qui est investie de manière productive dans le financement des fonds propres des entreprises et parfois ça nécessite de faire des arbitrages, des choix politiques, pour pouvoir rediriger parce qu'on est dans un environnement par définition contraint en termes de finances publiques, de pouvoir rediriger des dispositifs pour favoriser, l'émergence, d'une classe d'actions européenne. On a aujourd'hui des dispositifs fiscaux qui ne sont pas nécessairement ciblés sur, les actions et encore moins les actions européennes et donc il y a un certain nombre de sujets à revoir sur, pour pouvoir, rendre plus attractif, la cotation en bourse. Parce que, peut-être donc il y a non seulement ça, rendre plus attractive la cotation de manière générale en bourse, mais il y a aussi j'imagine, tout finalement le rapport de concurrence entre la bourse, par exemple américaine et européenne. Aujourd'hui, est-ce que par exemple il y a des réglementations que les États-Unis n'ont pas et qui leur permettent en fait d'être, je sais pas, d'être «un argument» entre guillemets, ou à l'inverse, est-ce que, il y a des réglementations ou des réglementations, des atouts que, l'Europe a et finalement qu'on n'entend pas assez parler, ce qui entraîne, finalement un mauvais choix in fine, pour l'entreprise? Ouais, je pense qu'on a mis des contraintes, de solvabilité, de fonds propres, sur, les assureurs et les banques qui sont, plus contraignantes, qu'aux États-Unis et donc ça pèse parce qu'on a moins d'investisseurs long terme qui sont présents sur les marchés actions européens OK. et donc ça, il faut aller dans le sens de plus de simplification, hem et à revoir les exigences de fonds propres, qui, ont été mises en place, après la grande crise de 2008 dans un environnement qui était fondamentalement différent et qui aujourd'hui, n'ont plus nécessairement, pour certaines d'entre elles, une grande, nécessité ni une grande utilité, mais qui au contraire sont un frein à l'investissement, en fonds propres. Donc ça, c'est, un sujet, qui est réel. Un point important. Donc de la même manière, en finalement, regardant un peu les chiffres d'Euronext, j'ai été, marqué par voilà, voilà, encore, l'année de la pa le comment dire? Le passage entre 2023 et 2024 a été assez, très bon, j'ai vu plus de 10 le chiffre d'affaires a une hausse de plus de 10. J'ai même vu une marge d'EBITDA ajustée à 61,9. Donc avec un peu ce côté, financier, je me suis enfin, c'est des chiffres qui sont très bons, notamment l'EBITDA ajusté 61,9. Aujourd'hui, comment est-ce que, l'Euronext permet d'avoir ce genre de chiffres? Et comment est-ce qu'elle aussi ensuite avec ce bénéfice-là, comment est-ce qu'elle le gère et comment est-ce qu'elle l'investit, au sein de son entreprise?
Alors, on est effectivement une société qui, est en forte croissance. Vous l'avez dit, on a, connu une belle dynamique de chiffre d'affaires qui était inférieure à 500 000 000 en 2016 et qui est aujourd'hui, plus de 1,6 milliard. Donc sur la ventilation du revenu, je ne vais pas y revenir, on en a parlé, juste avant. En revanche, on a lancé un certain nombre de projets, d'initiatives de croissance, pour le groupe, dans, différents métiers, donc dans le post-marché, dans, les dérivés d'électricité, dans, les modèles de trading, dans l'édition de logiciels. On a lancé, une série d'initiatives de croissance dans le cadre de notre plan, stratégique à horizon 2027 qui, Mmh. s'appelle Innovate for Growth et qu'on a présenté, à nos investisseurs en novembre dernier et donc, certaines d'entre elles, commencent à porter leurs fruits. Vous avez posé la question de savoir, comment est-ce qu'on utilisait, la trésorerie qui était générée par nos activités. Donc on a une politique qui est assez simple, on redistribue 50 de notre profit à nos actionnaires et le reste, on le réinvestit, dans la croissance, que ce soit de la croissance organique ou que ce soit, des acquisitions. Mmh. Comme on a pu le faire, ces dernières années, on a déployé plus de 6 milliards d'euros de capital dans des acquisitions. On va continuer à faire, à la fois, des projets de croissance organique ambitieux. On investit chaque année entre 4 et 6 de notre chiffre d'affaires. C'est l'objectif qu'on a donné à nos investisseurs. Ça représente en moyenne 80 millions d'euros par an. Mmh. Donc ça veut dire des investissements dans la technologie, ça veut dire des recrutements. On est, maintenant plus de 2 500 dans le groupe. On était, autour de 600, en 2016 quand j'ai rejoint, Euronext. Donc on a recruté, beaucoup et on va continuer à le faire et on va aussi continuer à faire des acquisitions. Sur la période 2024 à 2027, on a dit à nos investisseurs qu'on avait, potentiellement jusqu'à 3 à 4 milliards d'euros, à déployer, pour de la capacité, d'acquisition. Donc on va continuer à regarder, à la fois, des acquisitions pour accélérer, le développement, organique et puis, continuer à faire, de la diversification, renforcer notre profil de croissance et renforcer, la récurrence de nos revenus. On a parlé finalement de différents concurrents et de certaines choses qui pouvaient être améliorées en Europe, mais aussi j'imagine que le Euronext a des forces que les concurrents n'ont pas et je parle en Europe, par rapport à London Stock Exchange, mais aussi de manière globale. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différentes forces, qui permettent à Euronext d'être, souvent plus intéressante et plus intéressante que d'autres bourses, Oui, d'autres opérateurs de je marché? pense le principal sujet en Europe, c'est que, on est le seul groupe, d'infrastructures de marché qui investit autant sur l'accès à la cotation. Chez nous, c'est une partie importante de notre chiffre d'affaires, l'activité de bourse. On finance l'économie réelle. Je dirais que chez nos concurrents, c'est plus vraiment le cœur de l'activité. Quand vous prenez la bourse, de Londres, c'est probablement moins de 5 du chiffre d'affaires qui est, généré par, l'activité de cotation en bourse. Deutsche Börse, c'est moins de 3. Chez nous, c'est une part significative de notre chiffre d'affaires et on a vocation à continuer à investir, sur ces sujets, parce que c'est la matière première pour nous, simplement avoir des sociétés cotées, c'est un impératif, stratégique majeur. La force du groupe, c'est, le pool de liquidité qu'on a parce qu'avec 7 marchés, connectés sur notre plateforme, technologique, on arrive à avoir un pool d'investisseurs qui est le plus large, au niveau européen et on arrive donc à avoir les meilleures conditions de financement pour les entreprises qui viennent se coter sur nos marchés. Quand je dis les meilleures conditions, ça veut dire, les meilleurs prix dans le carnet d'ordre, ça veut dire la meilleure profondeur de la carnet d'ordre et donc la meilleure liquidité pour, les investisseurs. Il y avait un dernier point que je voulais évoquer parce qu'il est de plus en plus, présent finalement dans notre société, on parle beaucoup de finances durables, et donc je voulais savoir finalement c'est à quel point finalement ce terme-là, on va dire plus global de ESG touche, Euronext et comment finalement, Euronext essaye de prendre en compte ces considérations-là, ESG au niveau de la gestion d'entreprise? Oui. Alors je pense qu'il y a plusieurs volets dans votre question. Il y a déjà une première approche qui est ce que nous on fait pour nous-mêmes et après ce qu'on essaye de faire pour les autres. Donc dans ce que nous on fait pour nous-mêmes, on a une stratégie qui est très ambitieuse sur la durabilité. On a une trajectoire de réduction de notre empreinte carbone qui est basée sur la trajectoire 1,5 degré, la convention SBTI. Donc on s'est engagé à réduire de 73%
nos émissions d'ici à 2030 sur, le scope 1 et 2 et sur le scope 3, qui sont les voyages de 46 par rapport à 2019. Donc quand je parle de scope 1 pour que tout le monde comprenne, c'est, les sujets d'efficacité énergétique, dans les bâtiments notamment, et le scope 2, c'est, la consommation d'énergie, notamment des data centers. On dit beaucoup que les data centers sont très polluants. Chez Euronext, le data center dans lequel, sont, échangés, les 10-12 milliards d'euros, par jour, des marchés actions, ça a lieu en Italie, à proximité de Bergamo et c'est dans un data center qui est uniquement, alimenté, par des sources d'énergie renouvelables, dont du solaire et une rivière qui permet d'avoir, une force électrique, hydraulique. Donc ça, c'est un sujet et un engagement qui est, majeur pour nous. Et puis, par ailleurs, on a, décidé à horizon 2027 de s'engager sur une trajectoire net zéro et donc c'est également un objectif, ambitieux pour nous d'arriver à pouvoir faire du net zéro, à horizon 2027. Et puis après, il y a, la dimension de ce qu'on fait, pour les autres parce qu'en tant que bourse, on a un rôle de prescripteur, dans notre environnement et là, on a un certain nombre de produits ou d'initiatives qui permettent de diriger, les flux d'épargne vers des produits d'investissement, plus verts. Donc, vous devez connaître, la version, ESG des indices, principaux. On a un CAC 40 et on a aussi un CAC 40, ESG. On a, un certain nombre de titres, obligataires, qui répondent à la réglementation sur, les sujets green bonds, par exemple, où on est la première bourse dans le monde à offrir ces produits. On a plus de 1 900, bonds qui sont, cotés sur, des thématiques ESG. On a des produits d'investissement, on offre, la transparence aussi aux investisseurs avec un portail d'information qui permet, d'agréger, l'information utile aux investisseurs sur les sociétés qui sont cotées sur nos marchés. On vend également du contenu et des missions de conseil pour accompagner, les entreprises dans leur trajectoire, de décarbonation. Donc Voilà en autant fait de ouais, les di autant ouais. d'initiatives, qui fait de vous finalement non seulement comme vous dites un prescripteur, je pense que c'est ça qui est aussi qui fait de vous, un acteur unique, Ouais, exactement et puis en mai dernier, on a fait des annonces pour adresser, les nouvelles préférences collectives des investisseurs avec un paquet sur, l'énergie, sur la défense, sur la géostratégie, sur l'autonomie stratégique de l'Europe. C'est un effort sectoriel, spécifique qu'on fait avec, des levées de fonds, spécifiques pour les entreprises dans la défense, des indices nouveaux, des defense bonds, des nouveaux segments pour, accéder plus facilement à la liquidité. Donc c'est des sujets, sur lesquels on investit. donc je pense qu'on est arrivé au terme de cette seconde partie-là qui était finalement, concentrée sur, centrée sur Euronext et votre rôle actuel. Maintenant, on va passer à une partie qui est importante pour le podcast aussi, c'est la partie conseil. Donc ça va permettre aux professionnels, aux jeunes professionnels, aux étudiants de finalement de pouvoir, profiter de remarques ou de conseils de personnes qui ont bien réussi au sein du secteur financier. Donc peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles compétences pour vous sont essentielles pour réussir dans le secteur financier? Alors moi, je n'opposerai pas les différents secteurs. Je suis pas convaincu qu'il y ait, nécessairement des compétences spécifiques, liées au monde financier qui n'existeraient pas ailleurs. Parce que chaque secteur a ses spécificités, mais il y a, un ciment commun et donc, on doit pouvoir être à même d'être polyvalent et de naviguer parfois d'un secteur à l'autre et de pas se laisser emprisonner nécessairement dans un secteur. Parce que vous avez parlé de mon parcours dans la finance, mais Euronext est avant tout une entreprise technologique. On ne se considère pas comme faisant partie du monde de la finance. On D'accord. est une pièce qui est dans l'écosystème financier, mais on est avant tout une société technologique. Et donc cette distinction, elle est importante pour nous parce qu'on est un fournisseur pour le monde de la finance, mais pas une entreprise du monde de la finance. Donc pour moi, les fondements, c'est évidemment le travail. Ça paraît anodin et simple, mais c'est la valeur travail qui est cardinale dans tout ce qu'on veut faire. C'est, l'audace, prendre des risques, essayer de construire une vision à long terme, essayer de se poser les bonnes questions sur, systématiquement, comment vont évoluer les environnements, quels sont les risques, comment je peux anticiper, le plus possible de choses, essayer investir dans les équipes,
s'entourer avec les bonnes personnes, essayer d'inspirer, les gens qui travaillent pour vous, en leur donnant des perspectives, en leur apportant une vision sur ce qu'ils font, en essayant de contextualiser systématiquement pourquoi ils travaillent chez Euronext. Ça, c'est un élément majeur pour nous parce qu'on considère qu'on a évidemment un purpose, à faire valoir et heu et notamment sur, tout ce qui est thématique de l'autonomie stratégique de l'Europe, ça nous tient beaucoup à cœur et ça tient beaucoup à cœur, aux collaborateurs qui travaillent chez nous et ils sont fiers de travailler chez Euronext parce qu'on offre une perspective, on essaye de faire de l'Europe, une meilleure place, un meilleur positionnement, dans un monde qui évolue rapidement et de pouvoir contribuer à cet effort collectif, ça a une valeur pour, le positionnement de l'Europe sur la scène, internationale. Donc, pour cette réponse-là, il y a voilà, il y a beaucoup de choses et vous avez même, évoqué certaines qualités personnelles qu'il faut avoir et je voulais vous poser cette question de qualité personnelle. Mais peut-être d'abord comment dire? Préciser la notion de travail. Vous avez fait du M&A et puis, voilà, les professionnels qui nous écoutent, connaissent, l'importance du travail dans la réussite, d'une carrière. Mais finalement face à cette charge de travail, comment est-ce qu'on gère la pression? Comment est-ce qu'on gère finalement toute cette charge de travail pour, in fine réussir à cet objectif? Comment est-ce que vous le gérez? Je pense que chacun a un peu sa manière de gérer ça, différemment. Moi, je fais beaucoup de sport, donc j'essaye de me lever tôt le matin pour, aller courir, faire un entraînement, essayer de penser à autre chose, de déconnecter parfois parce que si on a trop la tête dans le guidon et qu'on pense systématiquement à la même chose, on a peut-être tendance à tourner un peu en rond. Et donc parfois, c'est important de déconnecter. C'est aussi, essayer de s'ouvrir au monde en rencontrant des gens qui ne travaillent pas forcément dans votre milieu ou qui font des choses très différentes, qui peuvent vous apporter beaucoup. Donc je crois beaucoup à tout ce qui est intelligence émotionnelle, essayer de se confronter aux autres, essayer de faire des rencontres de gens d'horizons divers et variés, pour pas être, cadenassé, dans un monde parce que sinon vous allez raisonner en vase clos, en bocal et donc il faut pas être le poisson rouge qui tourne, en rond dans son bocal. Il faut vraiment essayer de s'ouvrir un peu sur le monde et de se confronter à des gens qui ont des expériences différentes, des vécus différents. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais qui est important, c'est d'essayer en permanence de se confronter à l'autre, de faire des rencontres. Et vous parlez d'ouverture et de rencontres. Bon, je vais revenir bon, peut-être aussi de nouvelles rencontres hors, système financier. On va peut-être revenir sur dans le secteur financier ou dans le secteur technologique, enfin, on va dire dans le plus corporate. Hem, Cette ouverture-là, elle va être aussi peut-être synonyme des fois de networking et c'est quelque chose qu'on aujourd'hui dans les écoles et de manière globale, on entend beaucoup, faire du réseau, rencontrer du monde et cetera, avec une connotation qui est de plus en plus positive. Comment est-ce que, finalement, on peut déjà peut-être en selon vous, comment est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important le networking? Et si oui, comment est-ce qu'on débute? Comment est-ce qu'on fait pour développer son réseau? Oui, je pense que le réseau, il est important et il commence en réalité, dès l'école. Donc j'ai eu la chance de faire une école, qui est l'EDEC, dans laquelle il y a un grand réseau, d'anciens. Et donc, c'est sûr que c'est une force parce que ça vous permet, de garder contact avec des gens qui ont, des horizons qui sont parfois, assez différents. Heu et donc, après comment est-ce qu'on peut, au sein de chaque fois dans sa carrière, continuer à rencontrer des personnes? Ça peut être tout simplement, en participant à des associations, des forums, Mmh. ça peut être, en s'investissant dans des, cercles de réflexion, ça peut être, en s'investissant dans des think tanks. Il y a 1000 choses possibles pour, continuer à étoffer son réseau, mais je dirais l'importance du réseau, c'est avant tout pour moi d'avoir des gens qui pensent pas nécessairement comme vous, qui sont pas nécessairement dans le même moule, qui vous apportent, heu, une facette un peu différente, un regard, une perspective différente. Mmh. OK. Il y a on a évoqué finalement dans la partie 1 et même partie 2, finalement toute la formation que vous avez suivie en continu, parce que vous avez eu des nouvelles casquettes, donc il fallait finalement se renseigner sur les matières premières, participer à des conférences et cetera. Pour vous, à quel point c'est important de toujours continuer à se former, tout au long de sa carrière? Et en fait, notamment, aujourd'hui, à l'aube de nouvelles technologies qui émergent comme l'intelligence artificielle et cetera. On voit qu'il y a toutes les décennies, il y a des choses importantes qui arrivent. Comment est-ce qu'on arrive à finalement à poursuivre cette formation-là en continu? Je dirais que c'est extrêmement important parce que le pire truc qui peut arriver, c'est de rater un virage technologique majeur parce qu'on a trop la tête dans le guidon et qu'on regarde pas ce qui se passe, à côté. Donc,
c'est un point, extrêmement important de s'ouvrir, sur le monde, de regarder ce qui se passe, en dehors de France, en dehors d'Europe, de se confronter à des gens qui ont des, visions, différentes, des mutations technologiques de votre industrie, d'aller parler à des acteurs plus innovants. Donc, moi, je passe beaucoup de temps, avec des entrepreneurs. Dans la finance, on dit souvent que la finance, parfois, c'est un peu comme un paquebot et que, en réalité, il y a beaucoup d'inertie dans notre secteur, mais il y a aussi, beaucoup de nouveaux entrants qui apportent, plus d'efficacité, plus, d'innovation, technologique, produits, qui répondent à des attentes des donc je pense qu'il faut être en permanence, avoir des capteurs et les capteurs, ça peut être un écosystème d'entrepreneurs, qui, vous apportent une perspective différente. Écoutez vos clients parce que les clients, c'est eux qui, au final, vont faire le choix ou pas de continuer à vous suivre, dans les produits que vous vendez et donc c'est, comprendre, leurs contraintes, les challenges qu'ils ont, mmh, les écouter quand parfois ils vous disent que vous êtes, votre efficacité est perfectible, Mmh. les écouter sur, comment est-ce qu'on peut être plus innovant dans le secteur. Donc c'est, avoir des capteurs, heu à la fois sur des tendances, technologiques, sur, via des entrepreneurs, via vos concurrents. Il faut vraiment regarder ce que font aussi vos concurrents, Pour terminer, on arrive à la fin de ce podcast et on a l'habitude dans ce podcast de laisser le mot de la fin à l'invité, donc en l'occurrence à à vous. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier message à partager, une dernière leçon, qu'on n'a pas évoqué, un dernier point, que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Je pense qu'on a eu le temps de faire, le tour de pas Ouais. mal de sujets. Non, j ce que je pourrais dire en conclusion, c'est garder, la curiosité. Systématiquement, essayer d'être curieux en rencontrant des gens, vous intéressant à des nouvelles choses. Sortez un peu de votre quotidien. On a tous, tendance à être, les yeux rivés sur le téléphone et pas souvent lever la tête. Donc c'est, voilà, essayer de faire des rencontres le plus possible, y compris de gens qui, viennent de milieux différents, qui vous apportent une vision, sur le monde qui est, parfois radicalement différente de celle que vous avez, qui vous invite à vous remettre en cause. Mmh. Bon, ben, merci beaucoup, Merci Gaël.